Bonjour. Donc, on va continuer la correction des exercices qui concernent les lois usuelles. Donc, dans la séance dernière, on a fait les exercices qui concernent les lois usuelles discrètes. Maintenant, on va passer aux lois usuelles continues. Et donc, parmi les lois usuelles continues que nous avons présentées dans le cours, il y a la première loi, c'était la loi uniforme. Donc, la loi uniforme, on a dit, c'est une loi qui est modélisée par une densité de probabilité f de x est égal à 1 sur 2 moins a sur l'intervalle AB et 1 en dehors de et 0 en dehors de l'intervalle AB. Et donc, on a dit que ça caractérise une loi qu'on appelle la loi uniforme. D'ailleurs, on a fait un exemple dans le TD sur les variables aléatoires. Je pense que c'était dans l'exercice 3, lorsqu'on modélise le temps d'attente entre le temps d'attente devant un signal de circulation rouge-vert. C'est là on a utilisé la loi uniforme continue. Et donc, parmi les au milieu de l'intervalle sur lequel la fonction de densité est définie, et pour la variance, vous pouvez désactiver la caméra. Désactiver la caméra. Voilà, donc on a dit la variance de x. La variance de x, c'est b moins a divisé par 2 racines de 3. Donc, je pense qu'on a traité cette variable dans les exercices, des variables continues. Alors, la deuxième loi continue que nous avons vue, c'est la loi exponentielle. Donc, la loi exponentielle qui est caractérisée par une fonction de densité qui est égale à lambda fois exponentielle moins lambda x. C'est une loi qui est définie sur R+, ou la R+ étoile. Généralement, parce que la loi exponentielle elle est utilisée pour modéliser par exemple le temps d'attente ou bien le temps écoulé entre deux événements particuliers. Donc, ce temps il est généralement strictement supérieur à 0, donc on peut la définir. On peut dire on peut retenir que cette variable, bien que cette loi est définie sur l'intervalle R+ étoile. Donc, sur R+ étoile est égal à lambda exponentiellement lambda x, avec lambda, bien sûr, c'est un paramètre qui est strictement positif, et est égal à 0 sinon, c'est-à-dire 0 sur R-. Alors, voilà, ça c'est pour la loi exponentielle. Et donc, la troisième loi, c'est la loi qui va nous intéresser ici. Donc, c'est la loi normale. Alors, la loi normale, c'est une loi qui est définie par une densité particulière qui s'écrit f de x est égal à 1 sur racine de 2pi, 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi x moins n sur sigma le tout à la puissance 2. Alors, donc, on dit que la variable suit la loi normale de paramètres m et sigma. Alors, lorsqu'on va chercher, on va trouver que les deux paramètres avec lesquels est caractérisée cette loi, ce ne sont que la moyenne et l'écart type de la variable. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va calculer l'espérance de x en utilisant la fonction de densité qui est égale à 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de x moins n sur sigma à la puissance 2, nous allons trouver une valeur qui est égale à m. Et la même chose, lorsqu'on va faire un exercice de variance, lorsqu'on va calculer la variance, on va trouver aussi que la variance est égale à sigma carré. Donc, par suite, le paramètre sigma qui est utilisé dans l'expression de la fonction de densité, ce n'est que l'écart type de la variable. Voilà. Donc, pour la loi normale, elle est caractérisée par une moyenne qui est égale à m et un écart type qui est égal à sigma. Et les deux paramètres, ils interviennent dans l'expression de la fonction de densité de cette loi. Alors maintenant, quelle est l'utilité de la loi normale? Dans quel cas on utilise la loi normale? Alors, pour l'instant, donc dans le cours de probabilité, donc on ne va pas vraiment voir l'utilité de la loi normale,
mais on va voir précisément son utilité lorsqu'on va attaquer les statistiques. Donc, l'utilité de la loi normale, il sera vu lorsqu'on va présenter un théorème fondamental de la théorie des probabilités qu'on appelle le théorème central limite. Alors, le théorème central limite nous permet de voir que si un cumul ou bien une somme de plusieurs variables, de plusieurs effets qui s'additionnent, si on a plusieurs variables, on fait la somme de ces plusieurs variables, et donc les variables, ils sont supposées indépendantes, alors on peut montrer mathématiquement que cette variable somme, c'est une variable qui peut tendre, qui peut converger vers la loi normale. Alors maintenant, on n'a pas les outils pour l'instant, puisqu'on a pas le chapitre sur la convergence, on ne traite pas le chapitre sur la convergence en probabilité dans cette année. Donc, il faut attendre l'année prochaine pour pouvoir parler de la notion de convergence et particulièrement parler d'une notion particulière qu'on appelle la convergence en loi. Et donc, après avoir traité la convergence en loi, on sera capable de démontrer le théorème qu'on appelle le théorème central limite. Et c'est le théorème central limite qui va nous donner l'utilité ou qui va nous présenter l'utilité de la loi normale. Pourquoi cette loi elle est si importante? Donc, il faut attendre l'année prochaine pour pouvoir comprendre ça. Alors, pour l'instant, on va la prendre comme n'importe quelle variable, comme n'importe quelle loi parmi les lois que nous avons présentées. Donc, on va considérer, et on va dire que X suit la loi normale de paramètre n sigma. C'est caractérisé par une densité particulière f de X qui s'écrit sous la forme que vous avez. Et c'est une variable qui est définie sur toute R. Alors, ce qui est intéressant dans cette variable, c'est-à-dire lorsque m est égal à 0 et sigma est égal à 1. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des caractéristiques des variables aléatoires, lorsqu'on a présenté l'espérance, on a donné la définition d'une variable centrée. On dit qu'une variable centrée, si son espérance est égale à 0, une variable est dite réduite, si son écart type ou bien sa variance est égale à 1. Et donc, c'est le cas ici. Lorsqu'on pose m est égal à 0 et sigma est égal à 1, on tombe sur une loi qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Centrée parce que m est égal à 0 et réduite parce que le sigma ou bien l'écart type est égal à 1. Voilà. Ah, donc, quelle est l'expression maintenant de cette variable, de cette loi centrée réduite? Donc, la densité de cette loi centrée réduite, de cette loi normale centrée réduite, c'est f de x est égal à 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins 1,5 de x carré. Donc, maintenant, quelle est la particularité de cette loi normale centrée réduite? Alors, la particularité de cette loi normale centrée réduite, c'est que la densité est une densité qui est paire. Donc, la fonction de densité, dans ce cas, est une fonction qui est paire. Alors, la parité de la fonction de densité nous permet finalement de retrouver plusieurs résultats qui sont intéressants, qui s'ajoutent aux résultats, aux propriétés de la fonction de répartition. Alors, la première propriété, je pense que nous avons présentée pour la loi normale centrée réduite, c'était que la probabilité que x est inférieur ou égal à moins a est égal à 1 moins la probabilité que x est inférieur à 1. Alors, ce résultat, comment on l'obtient? Uniquement en écrivant la définition. Alors, c'est quoi la probabilité que x est inférieur ou égal à moins a? C'est l'intégrale de moins l'infini à moins a de f de x dx. Alors, maintenant, après, on va faire un petit changement de variable. On va poser y est égal à moins x. Et donc, le changement de variable va nous permettre de trouver, en fait, que c'est f de moins a, ou bien la probabilité que x est inférieur à moins a, c'est 1 moins f de 1. Voilà, donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est la probabilité que x appartient à un intervalle centré, c'est-à-dire la probabilité que x appartient à, par exemple, à un intervalle moins a, avec a strictement positif. Donc, la probabilité que x appartient à un intervalle moins a, on va voir que c'est égal à 2 fois la probabilité que x est inférieur à a moins 1. Alors ces propriétés, bien, ces deux propriétés ne sont valides que pour les fonctions qui possèdent une densité qui est paire. Et donc, particulièrement, notre densité de la variable normale centrée réduite est une densité qui est paire, donc il possède ces propriétés. C'est-à-dire, la probabilité que x est inférieur à moins a est égale à 1 moins la probabilité que x est inférieur à a.
et la probabilité que x est compris entre moins a et a, c'est 2 fois la probabilité que x est inférieur à a moins 1. Voilà. Alors ça, ce sont les propriétés de la loi normale. Alors, une autre particularité de la loi normale, c'est que de la loi normale, c'est-à-dire si on utilise une loi normale M sigma de paramètres quelconques, on a la possibilité de passer à une loi normale sans très réduite par le théorème que nous avons présenté dans le cours, qui dit si X suit une loi normale M sigma, alors le fait de centrer la variable, c'est-à-dire retrancher sa moyenne et rapporter par son écart type, on retrouve une variable qui est normale, centrée réduite, à chose qui n'est pas vérifiée pour les autres lois. C'est-à-dire, si vous utilisez les autres lois, ce n'est pas possible. C'est une particularité de la loi normale. C'est-à-dire, si je fais une transformation de Y, une transformation linéaire de X, je tombe sur la variable normale sont très réduites. Quelle est cette transformation particulière? C'est d'écrire Y est égal à X moins M sur sigma. Alors, si X suit une loi normale M sigma, alors la variable Y qui est égale à X moins M par sigma, c'est une variable qui suit la loi normale, sont très réduites. Alors, pourquoi on fait ce résultat? Pourquoi on a présenté ce résultat? Pourquoi il est intéressant? Parce que ce qu'il faut savoir, que la loi normale sont très réduite, c'est une loi qui est tabulée. C'est-à-dire, il possède une table de loi. Comme ce que je pense que je vous ai déjà donné la table de la loi. Donc, je vais la présenter là tout de suite. Table de la loi normale, voilà. Sont très réduites. Donc, la loi, donc, c'est-à-dire pour n'importe quelle valeur de x, je peux facilement déterminer la valeur de f. Pour n'importe quelle valeur de petit z, je peux facilement déterminer la probabilité soit inférieure à ce petit z. Alors, donc, ce n'est pas la peine, parce que normalement, si on va dans z, z de petit ft dt. Petit f, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1,5 de x carré. Alors, il faut à chaque fois, finalement, calculer cette intégrale. Alors, pour éviter de faire à chaque fois le calcul, on a présenté une table qu'on appelle la table de la loi normale. Ça nous évite de calculer à chaque fois cette intégrale. Alors, donc, comment il se lit la table de la loi normale? On a dit, donc, vous pouvez regarder, on a ici, je ne sais pas si vous êtes avec moi, si vous arrivez à voir si tout va bien, vous arrivez à voir vous suivez? Ah oui? C'est quoi, non? C'est quoi le problème? Oui, c'est bon. Oui. Donc, on a la loi normale. Qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez voir qu'on a ici une colonne en gras et une ligne en gras. Alors, qu'on représente la colonne en gras, elle représente les unités et les dixièmes d'un certain z auquel on veut calculer, déterminer la valeur de sa fonction de répartition. Et pour la ligne supérieure, il nous donne les centièmes de z. D'accord? Et ce qu'on a à l'intérieur ici, ce sont les valeurs de la fonction de répartition. C'est f, c'est grand F de z. Alors maintenant, pour un z particulier, supposons par exemple qu'on veut calculer f de 0,96, par exemple. f de 0,96. Donc, on va prendre les unités et les dixièmes de z, c'est 0,9. Et les centièmes de z, c'est 0,06. Donc, on va faire l'intersection entre la ligne et la colonne. C'est 0,83 147. Et donc, c'est ça, la valeur de la fonction de répartition au point à 0,96. Donc, c'est comme ça qu'on fait la lecture de la table. Donc, la lecture de la table, il est facile. Là, vous avez ici l'exemple de 1,96, par exemple. Là. Alors, on va prendre la valeur de 1,96. Regardez ici. Oui.
49, c'est égal à 0,99 976. C'est quelque chose qui est proche de 1. C'est-à-dire que pour les valeurs qui sont supérieures à 3,5, la valeur de la fonction de répartition, elle est pratiquement égale à 1. Hein? Elle est pratiquement égale à 1. Alors maintenant, autre chose, c'est voilà, c'est par rapport qu'est-ce que j'aimerais dire encore? Oui, aussi pour la table de la loi normale, on a la possibilité de faire la lecture inverse. On a la possibilité de faire la lecture inverse. Comment on fait la lecture inverse? C'est-à-dire, supposons par exemple qu'on a la valeur de la fonction de répartition f moins 1 de P. Hein? F moins 1 de P. Vous avez une probabilité P, vous cherchez le F qui correspond à cette probabilité P. Alors, comment on va faire? La même chose. Donc, on va chercher la valeur de P dans la table et cette valeur, elle sera inscrite. Ben, si on ne trouve pas la valeur exacte, on va prendre la valeur la plus proche. Donc, il y a d'autres méthodes on a la possibilité de faire des interpolations, mais pour nous, on va toujours et on est tranquille. Alors, donc on va chercher la valeur de P sur la table, bien la valeur la plus proche à la valeur de P. Alors, cette valeur, elle est inscrite dans une case qui est intersection d'une ligne et une colonne. Et donc, ensemble, les valeurs que nous avons sur les extrémités de la ligne et la colonne, on trouve la valeur de Z recherchée. Voilà, donc on va faire on va commencer par le premier exercice. C'est un exercice qui permet au fait de s'entraîner sur la lecture de la table de la loi normale sont très réduits. Avez-vous des questions avant de passer à l'exercice? Alors, c'est bien, donc pas de questions. Non, alors, pas de questions, donc on va passer à la première question. Alors, on considère que x est une variable qui suit la loi normale sont très réduite. Et donc, maintenant, x suit la loi normale sont très réduite. On cherche pour des valeurs de particulières. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire automatiquement sur la table de la loi normale. Alors, lorsque x est inférieur à 0,5, dans la ligne la valeur de avec la colonne qui est égale à 0,02 de 1380, ce qui est 49, c'est pas supérieur à 1,49. À 1,40 sur la table de la loi normale et par la suite, on va effectuer le calcul pour trouver f à 1,42. Alors, les propriétés de la fonction f de 1. Voilà, donc la probabilité c'est 1 moins la probabilité que 1,32 est égal à 0,158. Regardez
Si on dit que la probabilité que x est inférieur à a, maintenant la probabilité que x supérieur à moins a, c'est égal à 1 moins la probabilité que x est inférieur à 1 moins a, qui est la probabilité que x est inférieur à a, que x supérieur à moins a est égal à la probabilité que x est inférieur. Et donc, la probabilité que x est égale à la probabilité à 2,24. Et donc, on va trouver facilement sur la table 0 à l'intervalle centré centré A moins sur la table et on va faire le calcul nécessaire pour trouver la probabilité sur l'intervalle centré moins 1. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les propriétés de la fonction de répartition. Il nous dit la probabilité que x compris entre a et b, c'est f de b moins f de
de la densité de la loi normale sont très réduites. Donc, pour notre cas, notre A, c'est 1. Donc, on va remplacer, on va trouver ces 2 fois la probabilité que x est inférieur à 1 moins 1. Alors, pour la probabilité que x est inférieur à 1, c'est l'intersection de la ligne 1,0 et la colonne 0,00. Donc, ça nous donne ce résultat. Alors maintenant, pour le dernier, la probabilité que x compris entre moins 1,5 et 2,35. Alors, on va utiliser dans un premier temps les propriétés de la fonction de répartition. On sait que la probabilité que x compris entre a et b, c'est f de b moins f de a. Donc, c'est f de b moins f de a. Alors, f de b, on peut facilement le déterminer. C'est l'intersection de la ligne 2,3 et la colonne 0,05. Ici, on a f de a. F de a, c'est f de moins un certain C. Donc, pour le déterminer, donc on va utiliser les propriétés de la loi normale sont très réduites, qui nous dit que la probabilité que x est inférieur à moins a, c'est 1 moins la probabilité que x est inférieur à a, et donc on aura ça. Donc après, il faut uniquement déterminer la probabilité en faisant l'intersection entre la ligne 1,5 et la colonne 0,00. Voilà. Ça, c'est pour la première partie, c'est le calcul, ou bien c'est l'utilisation de la table dans le sens direct. C'est-à-dire, on a la valeur de z et on va chercher les valeurs de f correspondantes. Alors, dans la deuxième question, c'est la lecture inverse de la table de la loi normale. C'est-à-dire, on aura les valeurs des probabilités, c'est-à-dire de f, des p, et on va chercher les valeurs de a. Alors, la même chose, donc ici, donc la probabilité que x est inférieur à a, déterminer la valeur de a telle que la probabilité que x est inférieur à a est égale à 0,8238. Donc, comment on va faire? Donc, la même chose, donc j'ai dit, donc pour la lecture inverse, il faut chercher à l'intérieur de la table la valeur de 0,8238. Si on ne trouve pas la valeur exacte, on prend la valeur la plus proche. Alors ici, on va chercher à l'intérieur de la table. La recherche, elle est facile parce que les valeurs, ils sont ordonnées dans l'ordre croissant parce que la fonction de répartition de la loi normale sont très réduites. C'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, c'est facile la recherche. Donc, on va repérer la case dans laquelle est inscrite la valeur de 0,8238. Et donc, on verra qu'elle est inscrite dans la case qui est intersection de la ligne 0,9 et la colonne 0,03. Donc, on va trouver la valeur de 0,93. Alors maintenant, on cherche la valeur de A telle que la probabilité que x supérieur à A est égale à 0,0632. Alors ici, ce n'est pas la valeur de la fonction de répartition, donc on doit la transformer déjà en termes de fonction de répartition. Donc, on va calculer la valeur de f de A, la probabilité que x est inférieur à A, f de A. Et donc, c'est 1 moins 0,0632 qui est égal à 0,9368. Alors maintenant, on va faire le même exercice que la première question, c'est-à-dire on va repérer la valeur de 0,9368 dans une case, et donc c'est la valeur de A, ça va être l'intersection entre la ligne et la colonne. On va voir que c'est une valeur qui est inscrite dans l'intersection, dans la case intersection entre la ligne 1,5 et la colonne 0,03, donc ce qui nous donne au total 1,53. Alors, pour ici, la probabilité que x est inférieur à A est égale à 0,0268. Alors maintenant, lorsqu'on va voir dans la table de la loi normale, là, on va chercher la valeur de 0,0268. Alors, on va voir que cette valeur, elle n'existe pas sur la table de la loi normale. Donc, je continue. Alors, on va voir que cette valeur, elle n'existe pas sur la table de la loi normale, parce que la première valeur, c'est la valeur de 0,5. Attendez, donc je vais juste vous montrer. Oh là là. Alors, regardez ici, donc on va chercher la valeur de 0,0632, 0,068 plutôt, 0,0268.
Alors, lorsqu'on va chercher cette valeur, on va voir que cette valeur n'existe pas sur la table. La plus petite valeur qui existe sur la table, c'est la valeur de 0,5. 0,5, c'est quoi? C'est f de 0. C'est la probabilité que x est inférieur à 0. Et donc, cela signifie quoi? Puisque la fonction de répartition, c'est une fonction qui est croissante, strictement croissante, cela signifie quoi? Que notre z, nous, il est inférieur à 0. Puisque f de z est égal à 0,0268 qui est inférieur à 0,5 qui est égal à f de 0, donc z il est inférieur à 0. Donc puisque le z il est inférieur à 0, bien le a il est inférieur à 0, on ne peut pas le trouver directement sur la table. Parce que la table que nous avons ici, ça concerne uniquement les valeurs positives. Donc qu'est-ce qu'on va trouver sur la table? On va trouver plutôt f de moins a, c'est pas f de 1. Donc c'est pour ça qu'on va faire la petite transformation. Donc au lieu d'écrire f de a, on va écrire f de moins a. Donc, ce qu'il faut retenir, donc je vais revenir. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit. Oh. Voilà. Donc, vous êtes en train de voir la correction? C'est la correction, oui? Oui, d'accord. D'accord. Donc, on va continuer. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a ici la probabilité que x est inférieur à 1, c'est 0,0268. Alors, on a dit que cela... Alors, si vous trouvez que f d'un certain a est égal à quelque chose qui est inférieur strictement à 0,5, cela signifie que le a est forcément négatif. Parce que 0,5, c'est f de 0. Hein? Et on a dit que f est une fonction qui est strictement croissante. Donc, cela signifie que a, il est inférieur à 0. C'est f de a, il est inférieur à f de 0, alors a, il est inférieur à 0. Donc, 0,0268, il est inférieur strictement à 0,5, qui est égal à f de 0. Donc, a, il est inférieur à 0. Et donc, on ne va pas trouver a sur la table de la loi normale. Ce qu'on va trouver, c'est f de moins a. Ce qu'on va trouver, c'est moins a. Donc, il faut chercher, il faut calculer f de moins a. Donc, f de moins a, par définition, c'est 1 moins f de a. D'après les propriétés de la loi normale sont très réduites. Ce qui nous donne que f de moins a, c'est 0,9732. Donc, on va chercher moins a sur la table. Donc, c'est-à-dire, on va repérer la valeur de 9732 sur la table. Il est inscrit dans la case qui est intersection entre la ligne 1,9 et la colonne 003. Donc, moins a est égal à 1,93 et par suite a est égal à moins 1,93. Alors, c'est le même raisonnement qu'on va utiliser, lorsque la probabilité, on va chercher a telle que la probabilité que x est supérieure strictement à a. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, si la probabilité que x est inférieur à a est inférieur à 0,5, cela signifie quoi? Que la probabilité que x est supérieur à a est supérieure à 0,5. C'est-à-dire que dans les deux cas, si la probabilité que x est inférieur à a est inférieure à 0,5, ou bien la probabilité que x supérieur à a est supérieure à 0,5, cela signifie toujours que a est négative. Donc, c'est le cas ici. La probabilité que x supérieur à a, c'est 0,9651. C'est quelque chose qui est supérieur à 0,5. Donc, cela signifie que le a, il est comment? Il est négatif, il est inférieur à 0. Et donc, on ne va pas trouver a sur la table de la loi normale. Ce qu'on va trouver, c'est moins a. Et donc, on va calculer la probabilité que x est inférieur à moins a, c'est-à-dire f de moins a, moins 1. En utilisant les propriétés de la table de la loi normale, on sait bien que f de moins a est égal, ou bien la probabilité que x est inférieur à moins a est égale à la probabilité que x supérieur à a. Donc, ils sont égales. Donc, moins a, donc f de moins a est égal à 0,9651. Et donc, on va chercher moins a sur la table de la loi normale qui nous donne 1,82 et par suite a est égal à moins 1,82. Alors, pour la troisième question.
Pour la troisième question, on donne x une variable qui est égale, qui suit la loi normale de paramètres 18, 2,5, c'est-à-dire avec un m qui est égal à 18 et un sigma, un écart type qui est égal à 2,5. Alors, on cherche à déterminer les probabilités ou bien les valeurs de fonction de répartition pour certaines valeurs de x. Alors, on n'a pas la table de la loi normale x, mais on a un résultat qui nous permet de passer d'une loi normale quelconque à une loi normale sans très réduite. Et donc, le résultat nous dit que si je retranche à x sa moyenne et je rapporte par son écart type, je tombe sur une variable normale sans très réduite. C'est-à-dire que la variable y qui est égale à x moins m sur sigma, c'est une variable qui suit la loi normale sans très réduite. Et donc, cette transformation nous permet de calculer, de déterminer toutes les valeurs des probabilités pour la variable x. Alors maintenant, on cherche la probabilité que x est inférieur à 17. Donc, c'est la probabilité que x moins 18 est inférieur à 17 moins 18, et qui est égale à la probabilité que x moins 18 sur 2,5 soit inférieur à 17 moins 18 divisé par 2,5. Donc, ce qui nous donne que la probabilité que y est inférieur à 17 moins 18 divisé par 2,5. Donc, c'est la probabilité que y est inférieur à moins 0,4. Et donc, ici, on utilise, puisque y, c'est une variable normale sans très réduite. Donc, on peut utiliser les propriétés de la loi normale sans très réduite. Donc, la probabilité que y est inférieur à moins 1, c'est 1 moins la probabilité que y est inférieur à 1. Alors, pour cette probabilité, on va la chercher encore sur la table de la loi normale et on va trouver le résultat demandé. Alors, maintenant, la probabilité que x est supérieur à 20, c'est le même exercice. Donc, on va déjà ici, ce n'est pas la fonction de répartition, donc on va faire la petite transformation. Donc, c'est 1 moins la probabilité que x est inférieur à 20. Après, on va faire la transformation, donc on va remplacer donc x moins m divisé par sigma. Donc, c'est 20 moins m divisé par sigma. Ce qui nous donne, c'est 1 moins la probabilité que y est inférieur à 20 moins m divisé par sigma, ce qui nous donne 0,8. Et donc, après, on va lire encore les valeurs sur la table de la loi normale. Voilà. Alors, pour la troisième question, là, on cherche encore la probabilité sur un intervalle. Donc, on va faire la même chose, la même transformation, en rappelant que y, c'est x moins m divisé par sigma. Donc, on va faire pareil des deux côtés. Donc, on va retrancher 16 moins m divisé par sigma est inférieur à y qui est inférieur à 19,5 moins m divisé par sigma. Ce qui nous donne la probabilité que y est compris entre moins 0,8 et 0,6. En utilisant les propriétés de la fonction de répartition, donc c'est la probabilité que y est inférieur à 0,6 moins la probabilité que y est inférieur à moins 0,8. Et la probabilité que y est inférieur à moins 0,8, c'est 1 moins la probabilité que y est inférieur à 0,8, ce qui nous donne cette expression. Et donc par la suite, on va encore revenir sur la table de la loi normale sans très réduite pour tirer les probabilités et faire le calcul nécessaire. Voilà. Alors maintenant, dans la troisième ou bien la quatrième question, voilà. Dans la quatrième question, on va utiliser la table de la loi normale dans le sens inverse, mais pas avec une variable normale sans très réduite, mais une autre variable quelconque normale, m sigma. Donc, x est une variable qui suit la loi normale 68,15. Alors, on cherche à déterminer la valeur de a telle que f de a est égal à 0,8315. Alors, pour nous, x n'est pas une variable qui suit la loi normale. Donc, on doit déjà commencer par la transformation. Donc, on va poser y est égal à x moins m par sigma, c'est-à-dire x moins 68 divisé par 15. Alors, la variable y ici, c'est une variable qui suit la loi normale. Et donc, la probabilité que x est inférieur ou égal à a égale à 0,8315, elle est équivalente à la probabilité que y est inférieur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour x pour retrouver y? On le fait aussi pour a. Donc, on retranche la moyenne et on rapporte par l'écart type. Donc, ça nous donne la probabilité que y est inférieur à a moins 68 par 15 est égal à 0,8315. Donc, y, c'est une variable qui suit la loi normale. Donc, on a le droit d'utiliser la table de la loi normale sans très réduite. Suit la loi normale sans très réduite.
Donc, on a le droit d'utiliser la table de la loi normale sans très réduite. Donc, la table de la loi normale sans très réduite nous dit que A moins 68 sur 15, on va chercher la valeur de 8315 à l'intérieur de la table. On va trouver que cette valeur, elle est inscrite dans la case qui est intersection de la ligne 09 et la colonne 006. C'est-à-dire que ce Z, 1 moins 68 sur 15, est égal à 0,96. Et donc, par la suite, on va trouver que A est égal à 82,4. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avez-vous des questions avant de passer à l'exercice suivant? C'est bien. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 6. Non, madame, c'est clair pour moi. Oui, madame, c'est clair pour moi. Voilà, Méziane. Donc, alors pour l'exercice suivant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a X, une variable qui suit la loi normale M sigma, I caractérisée. Donc, on ne connaît pas les paramètres M et sigma. Donc, le M et sigma sont inconnus, mais en utilisant deux informations sur les probabilités, donc on va essayer de déterminer les valeurs de ces deux paramètres, c'est-à-dire les paramètres, la moyenne et l'écart type de notre variable X. Alors, les deux informations que nous avons, c'est que la probabilité que X supérieur ou égal à 5, c'est 0,8413 et la probabilité que X est inférieur à 10, c'est 0,8770. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, toujours, lorsqu'on trouve une variable X qui suit la loi normale M sigma, la première chose auquel on doit penser, c'est le passage ou la transformation vers la loi normale sans très réduite. Alors, le théorème nous dit que Y qui est égal à X moins M sur sigma, c'est une variable qui suit la loi normale sans très réduite. Alors, en utilisant cette information, bien cette transformation, on va transformer les probabilités en utilisant la loi normale sans très réduite. C'est celle qui va nous permettre en fait de tirer les deux paramètres inconnus. Alors, pour la première probabilité, qu'est-ce qu'on a? La probabilité que X supérieur à 5, donc on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la probabilité que X moins M sur sigma est supérieur à 5 moins M sur sigma. C'est-à-dire la probabilité que Y est supérieur à 5 moins M sur sigma est égale à 0,8413. La même chose, le même exercice pour la deuxième expression, on aura la probabilité que Y est inférieur à 10 moins M sur sigma est égal à 0,8770. Alors maintenant, en utilisant, donc on va essayer de chercher ces valeurs de Z, ces Z, Z1 et Z2, on va essayer de les chercher sur la table de la loi normale sans très réduite, puisque Y suit la loi normale sans très réduite. Alors déjà, dans cette première partie, on n'a pas la fonction de répartition, donc il faut déjà passer à la fonction de répartition. Donc, on va passer au complémentaire. On sait que la probabilité que Y supérieur à A, c'est 1 moins la probabilité que Y est inférieur à A. C'est ce qu'on a fait ici. La probabilité que Y est inférieur à A, c'est 1 moins 0,8413, ce qui nous donne 0,1587. Et donc, pour la deuxième, on va la garder comme elle est parce que c'est la fonction de répartition. Alors, maintenant, on va chercher les valeurs sur la table. Alors, lorsqu'on va chercher les valeurs sur la table, qu'est-ce qu'on a? Déjà, pour la première partie, qu'est-ce qu'on a? On a la probabilité que Y est inférieur à A, c'est 0,1587. Alors, on peut voir facilement que 0,1587, d'après l'histoire qu'on a racontée dans l'exercice précédent, il est inférieur à 0,5. On a F d'un certain Z inférieur à 0,5. Cela signifie quoi? Que ce petit Z, il est négatif. Z, c'est-à-dire 5 moins M sur sigma, il est inférieur strictement à 0. Alors, puisqu'il est inférieur à strictement à 0, on ne va pas le trouver sur la table de la loi normale, puisque là, elles sont très réduites, parce c'est la table pour les valeurs positives. Donc, il faut passer à moins X, ou là, à moins Z. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la probabilité que Y est inférieur à moins A, c'est 1 moins la probabilité que Y est inférieur à A. C'est-à-dire la probabilité que Y est inférieur à M moins 5 sur sigma est égale à 1 moins la probabilité que Y est inférieur à 5 moins M sur sigma. Donc, ce qui nous donne que la probabilité que Y est inférieur à M moins 5 sur sigma, c'est 0,8413. Alors là, on peut déterminer les deux valeurs.
Donc, en lisant sur la table de la loi normale, on va trouver que m moins 5 sur sigma est égal à 1, je suppose. Hein. Voilà. Et pour la deuxième, alors la valeur pour 0,10 moins m sur sigma, c'est 1,16. Donc, on retrouve quoi? Un système à deux équations, deux inconnues qui restent à résoudre. Donc, c'est quelque chose de facile pour tirer les valeurs de m et de sigma. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cet exercice? Voilà. Alors maintenant, on va passer au dernier exercice. Alors, je vais juste revenir sur l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le dernier exercice, on a, donc après observation de très nombreux relevés, on estime que la consommation électrique d'un abonné honnête en heure de pointe est représentée par une variable x qui suit une loi normale de paramètres n et sigma. Ah, donc, la consommation moyenne d'un abonné, c'est 5 kW, avec un écart type sigma qui est égal à 1,3 kW en heure de pointe. Alors, on a un secteur qui est composé de 100 abonnés, dont les consommations en heure de pointe sont des variables aléatoires x et y qui sont supposées indépendantes et toutes, ils ont la même loi, c'est-à-dire toutes, ils suivent la loi normale avec une consommation moyenne de 5 kW et un écart type de 1,3 kW. Alors maintenant, on note Y, c'est la consommation totale dans le secteur. Y, c'est la consommation totale dans le secteur. Alors, Y est égal à quoi? Est égal, bien sûr, à la somme des XI. Hein? Donc, Y, il va être égal à la somme des XI. C'est la consommation du premier abonné, plus la consommation du deuxième abonné, plus la consommation, et ainsi de suite, jusqu'à la consommation du centième abonné. Voilà. Donc, Y, la consommation totale, ou la consommation du secteur, est égale à la somme I. C'est pas de 10 ici, c'est de 1. Hein? I de 1 à 100. I de 1 à 100 des XI. Alors, les XI sont des variables aléatoires qui sont indépendantes et qui ont la même loi. C'est la loi normale de paramètre 5 et 1,3. Alors, on suppose, en fait, on vous donne une hypothèse que la consommation totale en heure de pointe, il suit une loi normale. Alors, ce n'est pas une hypothèse, mais on a la possibilité de le... Mais c'est un résultat qui est juste. C'est-à-dire que lorsque les XI sont des variables aléatoires qui sont indépendantes et qui suivent la loi normale de même paramètre, alors Y ici, pas nécessairement de même paramètre, mais il suffit que les XI suivent la loi normale et sont indépendantes, alors la somme de ces variables aléatoires, il va être encore une variable normale de paramètres M et sigma. Alors, mais ici, on a, dans cet exercice, juste, on va la prendre comme hypothèse, mais c'est un résultat qui est juste parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant pour le démontrer, donc on va le retenir comme hypothèse. L'année prochaine, Inch'Allah, en première année de cycle ingénieur, on aura l'occasion de démontrer ce résultat. Alors, mais pour l'instant, pour cette année, on va l'admettre. Donc, c'est-à-dire, si on a des variables aléatoires qui sont indépendantes, qui suivent la loi normale, alors leur somme est automatiquement encore une variable qui suit la loi normale. Alors, mais pas avec les mêmes paramètres. Ça tout dépend parce que il faut prendre en considération les caractéristiques de la variable. Alors maintenant, la question, c'est quels sont les paramètres de la variable Y? Voilà, on sait que c'est la loi normale, mais avec quels paramètres? C'est-à-dire avec quelle moyenne et quel écart type? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer les paramètres? On va utiliser les propriétés de l'espérance et la variance. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Que l'espérance de Y est égale à l'espérance de la somme des XI. Et on sait que l'espérance de X plus Y, c'est l'espérance de X plus Y, plus l'espérance de Y, c'est-à-dire la somme des espérances. L'espérance de la somme est égale à la somme des espérances. Donc, c'est ce qu'on a ici. L'espérance de la somme des XI est égale à la somme des espérances des XI. Et
qu'est-ce qu'on sait? On sait que toutes les XI, ils ont la même espérance, ils ont la même moyenne qui est égale à 5. Donc, on va sommer 5 combien de fois? 100 fois. Donc, c'est 5 fois 100 qui nous donne 500. Alors, maintenant, pour la variance de Y. Alors, la variance de Y, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la variance de la sonde, lorsqu'on a traité les propriétés de la variance, on a dit que la variance de la sonde n'est pas toujours égale à la somme des variances, parce que c'est uniquement dans un seul cas particulier, c'est lorsque les deux variables sont non corrélées. Si vous vous rappelez, lorsqu'il faut que la covariance entre les deux variables, les covariances 2 à 2 entre les deux variables soient égales à 0. Alors maintenant, on a vu dans le cours que lorsque les variables sont indépendantes, alors ils sont non corrélés. C'est-à-dire, si les xi ils sont indépendants 2 à 2, alors ils sont aussi non corrélés. C'est-à-dire que la covariance entre xi et xj est égale à 0. Et donc, par suite, c'est uniquement dans ce cas, on a la possibilité de dire que la variance de la somme est égale à la somme des variances. Et donc, ici, les xi sont indépendantes. Donc, on a le droit de dire que la variance de y est égale à la somme des variances des xi. Et la variance des xi est égale à 1,3, c'est l'écart type, c'est le sigma. Donc, la variance, c'est 1,3 à la puissance 2. Donc, on somme 1,3 à la puissance 2, combien de fois? 100 fois, parce que toutes les variables, ils ont la même moyenne et la même variance. Donc, on somme 100 fois 1,3 à la puissance 2. Donc, ce qui nous donne, par la suite, donc lorsqu'on va passer à l'écart type, on va trouver 10 fois 1,3, ce qui nous donne que l'écart type, c'est 10 fois 1,3 et donc est égal à 13. Et donc, quelles sont les caractéristiques de notre variable? Donc, notre variable y, c'est une variable qui suit la loi normale, de paramètres, c'est-à-dire de moyenne 500 et d'écart type 13. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, je continue alors. Alors maintenant, pour l'exercice, pour la question 2, alors calculer la puissance minimale que l'ONEP doit fournir au secteur en heure de pointe pour satisfaire à la demande avec une probabilité supérieure ou égale à 0,99. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à satisfaire, à déterminer la puissance minimale que l'entreprise doit fournir à ce secteur pour satisfaire la demande des clients avec une probabilité qui est supérieure ou égale à 0,99 ou bien à 99%. Donc, satisfaire la demande signifie quoi? Signifie que la puissance fournie doit être supérieure à la demande, c'est-à-dire à la consommation totale. Pour satisfaire la majorité des clients ou bien des abonnés, il faut que ce qui est fourni par l'entreprise soit supérieur à la consommation totale, c'est-à-dire à la consommation du secteur. Donc, on cherche à déterminer la puissance minimale qui nous garantit que la probabilité que la consommation totale soit inférieure à la puissance fournie soit supérieure ou égale à 99%. Donc, on cherche à déterminer la puissance minimale à fournir qui garantit une satisfaction des clients qui dépasse 99, un pourcentage de satisfaction clientèle qui dépasse 99%. C'est-à-dire, je cherche à déterminer la puissance minimale telle que cette puissance minimale doit être supérieure à la consommation totale avec une probabilité qui dépasse 99%. C'est clair? Madame? Oui. Madame, j'ai pas bien compris cette question. J'ai pas bien compris cette question. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Restez avec moi. Exactement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La formulation de la question? Oui. C'est-à-dire? J'ai pas bien... J'ai pas bien compris le fait que il faut trouver probabilité que Y. C'est pas il faut trouver la probabilité. La question, c'est la puissance minimale qu'on doit trouver. Tu es d'accord avec moi? Reste avec moi, reste avec moi. Qu'est-ce qu'on doit déterminer? La puissance minimale.
Oui. Alors, c'est la puissance minimale qui doit fournir cette puissance minimale. La puissance, c'est ce qu'on veut d'alimenter. C'est qui? Zainab. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer la puissance minimale qui nous garantit que nos clients ils seront satisfaits avec une probabilité qui dépasse 99%. Là, tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, quelle est la puissance minimale? Voilà. Quelle est la puissance minimale qui va nous garantir une satisfaction de 99% de nos clients? C'est-à-dire, autrement, on cherche à déterminer la puissance minimale telle que la probabilité de satisfaction de nos clients est supérieure ou égale à 99%. Tu es d'accord avec moi, dame? Non? Oui. Oui. La probabilité de satisfaction doit être supérieure ou égale à 99%. Maintenant, on va chercher c'est quoi la satisfaction? Un client est satisfait dans quel cas? C'est-à-dire lorsque la puissance qui est fournie, il répond à sa demande. D'accord? Oui. Il y a même la puissance qui est fournie, il est inférieur. On aura des chutes de tension, il y a des coupures d'électricité. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut que la puissance qui est fournie soit supérieure à ce qui est demandé par les clients. Alors, si on fournit une puissance qui est inférieure à leur demande totale, il y aura des chutes, donc il n'y aura pas de satisfaction. Donc, la satisfaction, il est garantie par quoi? Il faut que la consommation totale doit être inférieure à ce qui est fourni, ou bien la puissance qui est fournie est supérieure à la demande totale. D'accord? Oui, madame. Donc, maintenant, la probabilité que la demande totale soit inférieure, ou bien la consommation totale soit inférieure à la puissance fournie, doit être supérieure ou égale à 99%. Alors maintenant, on va noter Y. On a dit que Y, il suit la loi normale, d'après les premiers exercices. La première question suit la loi normale de paramètres 500 et d'écart type 13. Alors, toujours, on a dit, il faut toujours penser à la transformation, le passage vers la loi normale sont très réduits. Donc, on va poser un certain Z qui est égal à Y moins la moyenne par l'écart type. Donc, on va trouver une variable qui suit la loi normale sont très réduites. Donc, on passe d'une variable Y de paramètre 513 à une variable Z de paramètre 0,1. Alors, on va revenir à notre inégalité étoile ici, et donc on va remplacer Y par Z. C'est-à-dire, donc c'est la probabilité que Z soit inférieur à la puissance moins 500 divisé par 13 qui est supérieur ou égal à 0,99. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Et donc après, qu'est-ce qu'on a? Z, c'est une variable qui suit la loi normale. Donc on a f d'un certain petit z est supérieur ou égal à 0,99. Donc le petit z, la fonction de répartition, c'est une fonction, on a dit, de la loi normale centrée réduite, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, petit z est supérieur ou égal à f-1 de 0,99. F-1, c'est-à-dire la valeur de z qui correspond à un f qui est égal à 0,99. Donc, la puissance moins 500 divisé par 13, d'après la table, lorsqu'on va revenir sur la table, on va chercher le z correspondant à 0,99. 0,99, c'est un f d'un certain z. Donc, on va trouver sur la table, c'est 2,33. Donc, c'est f de petit a est supérieur ou égal à f de 2,33, ce qui signifie que petit a est supérieur ou égal à 2,33, parce qu'on a dit la fonction de répartition, c'est une fonction qui est continue et strictement croissante. De la loi normale sont très réduites. Donc, par la suite, la puissance est égale à 2,33 fois 13 plus 500, et on trouve que la puissance doit être supérieure à 530,29. Donc, la puissance minimale à fournir doit être égale à 530,29. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
C'est clair, donc c'est parfait. Hein, si vous n'avez pas de remarques, des questions. Est-ce que vous avez des questions? Madame, j'ai une autre question. Oui. C'est une question à propos de la fonction de répartition. Oui. Madame, la partie de la fonction de répartition, f indice x de t égale à la somme des probabilités que x égale à xi, sachant que x peut prendre la valeur de t. Attendez. Vous parlez déjà de quel exercice? C'est une question de cours ou bien dans l'exercice? Non, question de cours. De cours. Voilà, allez-y. Fx de t est égal à la somme. La somme dans le cas discrète. Dans le cas discret, oui. La somme de la probabilité que x est égal à xi pour tous les xi qui sont inférieurs ou égaux à t. C'est ce qu'on a dit. Oui. Mais madame, les exercices, quand la probabilité que x soit inférieur strictement à t. Maintenant, je probabilité x soit égal à t. Je n'ai pas bien compris ça. Non, madame, on a fait l'exercice inférieur strictement. Alors, on parle inférieur strictement. On fait inférieur strictement si on est dans le cas d'une variable qui est continue, parce qu'inférieur strict, c'est la même chose qu'inférieur ou égal. Mais dans le cas discret, non. Non, on n'a jamais fait ça. Donc, quel exercice exactement? Madame, exercice 1, TD4. Rappelez-moi les noms de l'exercice. D'accord. Correction TD4. Sûrement, vous n'avez pas compris bien la définition, vous n'appliquez pas bien la définition. En attendant que vous trouvez la... Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, il y a d'autres questions? Madame, voilà, je l'ai trouvé. Un certain jeu dépend du nombre. Un certain jeu dépend du nombre de points x obtenus en jetant un dé équilibré. Calculer la loi de probabilité. Un ou deux? Non, exercice 1, TD4. C'est la question 2, exactement question B. La question 1, donner la fonction de répartition de G. Regardez, on a fait ça pour l'exercice 1, nous ne l'avons pas fait pour l'exercice 2. Ah, le problème ne se pose pas au niveau de l'exercice 2? Parce que dans les deux exercices, on a déterminé la fonction de répartition. Correction TD4. Si je me rappelle bien, le premier exercice sur le lancement d'IA le D, et le deuxième aussi, c'est sur le lancement de D. Le premier, c'était, je pense, équilibré, et le deuxième, c'était proportionnel à la face, à la numéro de la face, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. La question, l'exercice 2, on n'a pas calculé la fonction de répartition, seulement dans l'exercice 1. Ah bon? Siri, posez la question. C'est quoi le problème exactement? Dans le cours, on a calculé, dans le cours, la probabilité que x soit inférieur ou égal à t, mais dans l'exercice, on a la probabilité que x soit inférieur strictement à un certain. Non. La réponse. Dis-moi la réponse. La fonction de répartition f de j de t égale à 0 si t est inférieur strictement à 10,
1 sur 6t est compris entre 10 et 12. 1 sur 3t compris entre... Vous faites une confusion, بنتي شوفي tu fais je fais F2 كندير F2 ولا F2T ياك F2T شنو هي c'est la probabilité que y est inférieur ou égal à t et je regarde pour tous les t qui sont inférieurs strictement à 0 et je regarde par la suite tous les t qui sont inférieurs strictement à 0 ils ont la même F il y a 0 ou je sais pas quoi tous les t qui sont inférieurs à combien dans la fonction de répartition. T inférieur strictement. Madame, je n'ai pas compris votre réponse. 10, voilà. Merci. Donc, parce que là, je n'ai pas devant moi le TD, donc c'est pour ça que j'ai. Alors, regardez. J'ai fait le gain. Là, je me rappelle, ça fait 15 cas. Alors, c'est 10, 12, 14, 16, 18 et 20. C'est ça le G. Alors après, je cherche F ou bien G de F indice G de T. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche? La probabilité que G est inférieur ou égal à petit t. C'est toujours inférieur ou égal à petit t. J'arrive. Attendez, juste j'explique le Zainab et après je passe pour répondre à vos questions. Alors, Fg de T, c'est la probabilité que G est inférieur ou égal à T. Alors ici, il y a des cas, T, il varie. C'est pas je regarde G inférieur strictement à T. C'est le T qui varie. Je calcule toujours la probabilité que G inférieur ou égal à T. Il y a F dialu. Mais c'est le T qui varie. Je dis si T est inférieur strictement à 0. Si T égale à 0. Alors si T égale à 0, quelle est la probabilité que G soit inférieur ou égal à 0? Je vais dire que c'est 0. Pour tous les t qui sont inférieurs strictement à 0, la probabilité que G est inférieur ou égal à t, c'est 0. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, je regarde le t, la variation de le t, mais c'est F. F a toujours la même définition. C'est la probabilité que G est inférieur ou égal à t. Alors maintenant, lorsque t est compris entre 10 et 20, c'est-à-dire tous les t qui sont compris entre 10 et 20, 10 ou égal ou 20 strict, ils ont la même valeur de f. La fonction, c'est une fonction qui est constante sur l'intervalle 10-20. C'est tous les t